moi c'est Héloïse, je suis physiothérapeute du sport. Je travaille principalement avec des équipes de hockey depuis un peu plus de 8 ans maintenant. Moi c'est Annie-Jade et j'ai travaillé principalement avec les équipes de football depuis 2 ans. Aujourd'hui, on va vous parler des commotions cérébrales, quoi faire si votre jeune en a une. On va passer au travers pas mal de tout le sujet. Mais tout d'abord, c'est quoi une commotion cérébrale? La définition d'une commotion cérébrale, c'est un problème complexe qui survient lorsque le cerveau d'une personne subit une blessure causée par une pression directe appliquée sur le corps, telle qu'un coup à la tête ou une autre partie du corps qui provoque une secousse ou un traumatisme au cerveau. En tant que tel, comment on peut imaginer ça? C'est comme si on avait une boule de jello qui était placée dans un bac rigide, exemple un Tupperware ou quelque chose du genre, puis on va aller shaker la boîte, ce qui fait que la boule de jello va aller frapper sur les parois rigides du bac. C'est un peu le même principe avec le cerveau qui va aller frapper sur les parois du crâne, ce qui va causer une cascade chimique et qui va amener des symptômes chez nos athlètes. Pour identifier les commotions cérébrales chez nos athlètes, on utilise principalement une liste de symptômes. On peut aussi observer certains comportements. Exemple, chez votre enfant, si vous trouvez qu'il est beaucoup plus émotif que d'habitude, ça peut être un symptôme de commotion cérébrale que vous pouvez observer. Les symptômes sont généralement divisés en 4 grandes catégories. Les problèmes physiques, les problèmes cognitifs, les problèmes reliés au sommeil et les symptômes de type émotionnel. Quand on parle de problèmes physiques, on parle de maux de tête, de douleurs au cou, de pression dans la tête, de nausées ou de vomissements, de problèmes de vision, d'étourdissement ou de perte d'équilibre. Quand on parle de problèmes cognitifs, on parle principalement de sensibilité à la lumière, de sensibilité au bruit, de se sentir au ralenti, de se sentir sur un nuage, de difficulté à se concentrer ou de troubles de mémoire. Quand on parle de troubles de sommeil, c'est soit être extrêmement fatigué, avoir moins d'énergie, à être somnolent ou, à l'inverse, avoir de la difficulté à s'endormir ou plutôt dormir beaucoup. Donc, c'est dans les extrêmes au niveau du sommeil. Pour les symptômes émotionnels, c'est être plus émotif, comme j'ai décrit plus tôt, être plus nerveux, plus anxieux, être triste pour aucune raison ou être plus irritable. Pour qu'un athlète soit diagnostiqué avec une commotion cérébrale, il doit présenter 2 symptômes ou plus de la liste que je viens de vous nommer. Pour identifier les commotions cérébrales, si vous ne vous souvenez pas de tous ces symptômes-là, il existe un outil pratique qui s'appelle l'outil de dépistage de commotion cérébrale de poche, qui est fait en parallèle avec les outils que nous, on utilise en clinique, qui est un petit carton que vous pouvez, comme entraîneur, comme parent ou comme thérapeute, garder proche de vous et qu'il indique tous ces symptômes-là. Donc, si vous ne vous souvenez pas, vous pouvez aller voir la liste et avoir toutes les informations nécessaires. Quand on juge qu'un jeune a possiblement une commotion cérébrale, qu'on pense qu'on a des doutes, on se dit peut-être que le jeune sur la glace qui vient de sortir de la glace et qui s'est fait frapper, exemple, ou du terrain de football, a peut-être une commotion cérébrale, la première étape ultra importante, c'est de retirer le jeune du jeu pour observer comment il va évoluer là-dedans, comment les symptômes vont se développer. Si jamais le jeune présente des symptômes très graves, on parle ici de douleurs intenses au cou, d'être ultra confus, de vomir, de faire une crise d'épilepsie, d'avoir des faiblesses ou des picotements dans les mains ou dans les pieds, d'avoir un état de conscience qui diminue, qui n'est pas tout là, avoir des maux de tête intenses et qui augmentent avec le temps, avoir un changement inhabituel dans ses comportements ou d'avoir une vision double, à ce moment-là, c'est vraiment important d'aller consulter à l'urgence. Si jamais ces symptômes-là, les red flags qu'on appelle, ne sont pas présents, ce n'est pas nécessaire d'aller consulter à l'urgence. Vous pouvez seulement mettre le jeune au repos, comme on va vous expliquer plus tard, et consulter un médecin plus tard. Pourquoi? Parce qu'à l'urgence, c'est ultra stressant pour le cerveau, pour un jeune qui vient d'avoir une commotion cérébrale. Donc, on essaye d'éviter cet environnement-là, à moins qu'il y ait des symptômes graves qui pourraient être reliés à une autre problématique plus grave qu'une commotion cérébrale. Encore une fois, ces signaux d'alerte-là sont tous sur le petit carton de l'outil de dépistage dont je vous ai parlé. Donc, ça peut être très utile pour s'assurer de ne pas manquer un symptôme ou de ne pas manquer quelque chose de grave. Quand on retire le jeune du jeu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de remplir une grille de symptômes. La grille de symptômes, elle va être disponible sur notre site web en ligne avec le protocole de commotion cérébrale.
On va demander aux jeunes à tous les 24 heures de remplir la grille de symptômes et c'est ce qui va nous permettre de voir l'évolution de la commotion cérébrale. Est-ce que les symptômes diminuent? Est-ce que les symptômes empirent? Et c'est ce qui va nous permettre comme thérapeute de guider le jeune et le parent dans la réhabilitation du jeune. Maintenant, on va vous parler un petit peu plus du protocole de commotion cérébrale en 9 étapes qu'on utilise à la clinique et que vous pourrez trouver en ligne, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc, la première étape du protocole de commotion, c'est un repos relatif de 48 à 72 heures. Donc, on n'a aucune activité physique dans cette période-là et aucune activité cognitive non plus. Donc, pas de lecture, pas de télévision, pas de devoirs, etc. Dans le fond, c'est un peu comme si un jeune se foulait une cheville, on met le jeune au repos avec des béquilles pour ne pas mettre de poids sur la cheville. C'est le même principe, mais avec le cerveau. Donc, on met le jeune au repos, on met le cerveau au repos complet pendant 48 à 72 heures. Donc, pour passer à l'étape 2, après la première étape, dans le fond, on va surveiller les symptômes une fois aux 24 heures. Puis, on passe à l'étape 2 quand les symptômes sont revenus à la normale, donc à ce qui était précédemment avant la commotion. À l'étape 2, on conseille fortement de faire une évaluation en clinique avec un physio. Puis on peut progresser au retour à l'activité cognitive, donc faire des devoirs, faire de la lecture, 20 minutes, 3 à 4 fois par jour environ. Ensuite de ça, on passe à l'étape 3. Si ça va toujours bien dans l'étape 2, on passe à l'étape 3, c'est retour à l'école une demi-journée. Donc, pas d'éducation physique, pas de musique et pas d'examen. Pour les sports-études, on fait seulement la partie école et non la partie sport. Puis ensuite de ça, on peut passer à l'étape 4. Donc, l'étape 4, c'est le retour complet à l'école sans adaptation scolaire. Puis on commence en même temps le retour au sport tranquillement. Donc, c'est environ 15 minutes de cardio léger à faire pour commencer. Une fois qu'on a terminé l'étape 4, on passe à l'étape 5. À l'école, c'est le retour aux examens. Il n'y a toujours pas de cours d'éducation physique, mais en termes de retour au sport, on augmente un petit peu l'intensité. Donc, on y va pour 15 à 20 minutes d'activité spécifique modérée. Par exemple, au hockey, on peut dribbler la rondelle, faire des shots au but, des choses comme ça. Ensuite de ça, on va passer à l'étape 6. L'étape 6, c'est on est à 40 minutes d'activité spécifique individuelle sans contact. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un dossard aux jeunes pour éviter les situations de contact, mais on fait encore des activités comme des passes, des shots, dribbler la rondelle, des choses comme ça au hockey. Ensuite de ça, quand on a terminé l'étape 6, à l'étape 7, ce qui se passe, c'est un entraînement complet maintenant, toujours sans contact. Donc, on garde le dossard, mais on peut faire la pratique complète. L'intensité va être d'environ 75 %. On peut reprendre les entraînements en gymnase. Et ensuite de ça, on va faire un billet médical pour l'étape 8 et le retour au jeu. L'étape 8, donc, c'est un entraînement complet avec contact à l'intensité de 100 %. Donc, une fois qu'on a terminé avec l'étape 8, on passe à l'étape 9, dans le fond, qui est de reprendre les cours d'éducation physique à l'école et aussi de reprendre tout ce qui est match et compétition en termes de sport plus spécifiques. Pour ce qui est le temps de la réhabilitation, typiquement, une commotion cérébrale, ça prend 7 à 10 jours pour se rétablir. Par contre, quand on y va avec les jeunes, le cerveau en développement fait en sorte que c'est normal si ça prend jusqu'à 30 jours. Suite à 30 jours, là, on va traiter ça comme syndrome post-commotion, mais c'est juste de ne pas s'inquiéter si en 30 jours, la commotion n'est pas réglée. C'est important de comprendre que chaque étape est d'un minimum de 24 heures et pour passer d'une étape à l'autre, il ne faut absolument pas qu'il y ait d'exacerbation des symptômes. Donc, ça veut dire qu'il faut que le jeune reste en pleine forme d'une étape à l'autre. Si jamais, exemple, à l'étape 8, il y aurait des symptômes qui apparaîtraient, on ne recommence pas nécessairement à l'étape 1. On va revenir en arrière, on va refaire l'étape 7 jusqu'à ce qu'on soit capable de passer au travers de l'étape 8. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important que le jeune soit suivi par un thérapeute de façon très, très rapprochée, là, très, très fréquente pour lui donner le go, lui dire oui, tu peux passer ou non, tu ne peux pas passer à l'étape suivante, toujours selon sa grille de symptômes qu'il remplit à tous les jours. Aussi important de noter que depuis le printemps 2020, le billet médical qui est demandé à l'étape 8
pour les sports de contact. Donc, ça, c'est demandé par les fédérations sportives au Québec. Les sports de contact comme le hockey, le football, le rugby, etc. demandent un billet médical pour passer de l'étape 7 à l'étape 8, c'est-à-dire du sans contact au contact. Et ce billet médical-là peut maintenant être signé aussi par un physiothérapeute. Donc, vous avez le choix d'aller voir un médecin ou un physiothérapeute pour avoir le billet de retour au jeu. On a dit que généralement, les symptômes durent de 7 à 10 jours et que parfois, chez les jeunes, ça pouvait se poursuivre jusqu'à 30 jours. Est-ce qu'on va laisser le jeune à l'étape 1, c'est-à-dire au repos complet pendant 30 jours tout seul dans sa chambre? Vraiment pas. Dès qu'on dépasse le 7 jours de symptômes, on va mettre le jeune sur un nouveau protocole qui est un protocole de réadaptation active qu'on appelle. Donc, on prend le protocole de 9 jours et on l'adapte en fonction des besoins du jeune pour qu'il reprenne certaines activités sans trop stimuler son cerveau pour ne pas créer de dommages ou pour ne pas aggraver les symptômes. Donc, pour cette portion-là, c'est extrêmement important d'être suivi par un thérapeute. C'est vraiment très difficile parce que c'est du cas par cas, donc ça prend quelqu'un qui connaît bien les commotions cérébrales. Quand on parle de thérapeute, on parle d'ostéopathe, de chiro, de physio, de médecin, mais spécialisé en commotion cérébrale. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces professionnels de la santé-là ont des formations de base comme physiothérapeute, par exemple, mais pas nécessairement comme physiothérapeute du sport ou comme physiothérapeute spécialiste en commotion cérébrale. Donc, il faut vraiment choisir quelqu'un qui en fait là, son métier, si vous voulez, puis qui en voit fréquemment des commotions cérébrales, qui va être capable de guider l'athlète comme il faut au travers de sa commotion et de sa réadaptation active qu'on va faire avec eux. Donc, on a aussi des facteurs aggravants ou à récupération lente desquels il faut être au courant. Ces facteurs-là, dans le fond, sont des trucs comme historique de commotion cérébrale, des troubles d'apprentissage style TDA, TDAH, l'anxiété, des antécédents de migraine ou de dépression. Aussi, plus on est jeune, donc les enfants sont plus à risque aussi à récupération lente et les filles aussi plus à risque. Aussi, c'est important de prendre en considération la prévention des commotions cérébrales. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas des moyens, il n'y a pas vraiment aucun moyen là, dans les années 2020 qui existe encore là, pour prévenir à 100% les commotions cérébrales, mais il y a quand même certaines idées, certains trucs qui peuvent être bons à mettre en place, que ce soit avec vos équipes ou avec, dans le fond, vos jeunes, pour s'assurer là, d'éviter le plus possible les commotions cérébrales et que si jamais votre jeune fait une commotion cérébrale, si jamais votre athlète fait une commotion cérébrale, bien, qu'il soit bien pris en charge. La première meilleure prévention, dans le fond, c'est les évaluations pré-saison où les thérapeutes vont aller évaluer l'équilibre du jeune, vont aller évaluer ses symptômes pré-commotion. Donc, ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que quand on lit la liste de symptômes, fréquemment à l'adolescence, un jeune, un athlète, va ressentir ces symptômes-là au quotidien. Une fille, par exemple, qui a des changements hormonaux, peut avoir des maux de tête ou des migraines quelques fois par mois, quelques fois par semaine, des choses comme ça. Donc, c'est important de le savoir à la base parce qu'après une commotion, exemple, une fille de 14 ans qui a des maux de tête 3 fois par mois, on s'attend à ce qu'après la commotion, elle ait encore ses maux de tête 3 fois par mois. On ne s'attend pas qu'elle soit à 0 au niveau des maux de tête. Donc, ça, c'est vraiment important aussi. On ne vise pas d'être mieux après la commotion qu'avant. On vise de retourner à ce qu'on était avant. Et c'est important pour le thérapeute d'être au courant de ça. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on voit chez les ados, c'est que quand ça fait plusieurs semaines qu'ils ont des symptômes, ils ont tendance à idéaliser comment ils étaient avant. Donc, ils ont tendance à dire qu'avant, il n'y avait jamais de maux de tête, ça n'arrivait jamais, alors que ce n'est pas nécessairement la réalité. Puis là, c'est sûr que si on vise un état idéaliste, bien, on n'y arrivera jamais, on ne s'en sortira jamais. Donc, c'est l'évaluation pré-saison où on vient évaluer les symptômes au quotidien normal du jeune, où on vient évaluer son équilibre, où on vient évaluer la force de son cou, parce que oui, la force du cou peut être un effet préventif au niveau des commotions cérébrales, c'est super important. La force du cou, c'est un petit peu encore, les recherches se poursuivent, mais ce qu'ils ont trouvé chez les footballeurs américains adolescents, c'est que quand la force du cou était normale, quand le cou était fort, ça pouvait prévenir un petit peu les commotions cérébrales. Si on se souvient, au tout début, j'ai parlé de la boule de Jell-O qui est shakée dans la boîte Tupperware. Si on a des muscles très forts qui viennent stabiliser la boîte Tupperware, probablement que l'impact
ou le choc de la boule de Jell-O à l'intérieur va être moins important que si on n'a pas de muscles qui viennent stabiliser cette boîte-là. Donc, c'est super important que les jeunes aient des muscles de cou très forts pour stabiliser le crâne et faire en sorte que s'ils se font, exemple, plaquer dans la bande, bien, les muscles de cou vont prendre un choc, puis moins le cerveau. C'est un petit peu ça qu'on vise avec ce genre de prévention-là. Donc, le renforcement du cou, c'est important. Les évaluations pré-saison sont importantes. Et il y a aussi, avec nos organismes comme Hockey Québec, Hockey Canada, des mises en place de programmes, si on veut, qui sont là pour prévenir aussi les commotions cérébrales. Donc, de plus en plus, les arbitres sont de plus en plus sévères sur les coups à la tête, par exemple. Il y a eu le programme aussi Heads Up aux États-Unis, qui était vraiment des vidéos présentées aux jeunes en bas âge pour leur montrer comment entrer en collision avec la bande. Donc, si je vais trop vite sur la glace puis que je tombe, comment entrer en collision avec la bande pour ne pas me créer de commotion cérébrale ou de créer de fractures au niveau du cou. Au Canada, on a vu aussi beaucoup les petits arrêts stop qu'on mettait dans le dos des joueurs de hockey pour essayer d'éviter les backboarding, les coups d'arrière dans le dos des jeunes, ça faisait en sorte que la tête rentrait dans la bande. Donc, il y a plein de programmes qui sont faits comme ça. À chaque année, ça progresse énormément. On a de plus en plus d'éducation des jeunes au niveau des blessures, au niveau de comment plaquer, comment recevoir un plaquage. Et ça, c'est extrêmement important pour essayer d'éviter le plus possible les commotions cérébrales. Pour terminer la conférence, on va vous présenter quelques mythes et réalités qu'on entend souvent dans notre quotidien comme thérapeute, puis on va démystifier ça pour vous. Donc, le premier mythe et réalité, c'est est-ce que le casque protège contre les commotions cérébrales? Donc, on voit souvent ça dans les publicités des casques, exemple des casques de hockey, que ce casque-là est anti-commotion. En fait, c'est faux. Il n'y a aucun casque qui protège spécifiquement contre les commotions cérébrales. C'est sûr que ne pas avoir de casque versus avoir un casque, ça fait une grosse différence. Le but premier du casque, c'est d'absorber l'impact et de propager l'impact sur le casque pour pas que ce soit à un endroit. Donc, si on reçoit un coup de bâton sur la tête, au lieu d'avoir la force de cet impact-là à un endroit sur le crâne, le casque fait en sorte que l'impact se propage. C'est sûr que la mousse à l'intérieur va absorber un tout petit peu de l'impact, mais c'est jamais suffisant pour éviter complètement une commotion cérébrale. On se souvient encore une fois de la boule de Jell-O dans la boîte. La boule de Jell-O est comme lousse dans la boîte. Donc, même si je rajoute une autre boîte par-dessus, elle va rester lousse quand même dans la boîte. Par contre, c'est sûr que le casque est essentiel pour diminuer l'intensité, diminuer le risque aussi des commotions cérébrales, mais ça ne peut pas l'éviter complètement. Ce qu'on sait aussi maintenant avec les recherches des dernières années, c'est que l'ajustement du casque de hockey est vraiment extrêmement important, beaucoup plus important que la marque ou le style de casque, là. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un bon ajustement pour justement pas que le casque se promène puis que le casque puisse faire son travail de diffusion de la force puis d'absorption. Donc, c'est super important. La mode des dernières années, c'est d'avoir le casque super loose, de pouvoir lever la visière, des choses comme ça. Mais c'est vraiment important avec nos athlètes d'éviter ça. Et c'est pourquoi nous, comme thérapeutes, c'est un de nos rôles aussi chez votre enfant ou chez nos athlètes d'aller vérifier ces ajustements-là. Des fois, ils nous trouvent gossants, mais c'est pour une raison précise, là, prouvée par la science. Donc, le casque, il ne protège pas contre les commotions cérébrales, mais il est quand même important dans le processus. Deuxième mythe et réalité sur les commotions, l'athlète n'a pas reçu de coup à la tête, donc impossible qu'il ait une commotion cérébrale. Donc ça, c'est faux. Un athlète n'a pas besoin d'avoir un coup porté directement à la tête pour avoir une commotion cérébrale. Exemple, un joueur de football qui se fait plaquer ou un joueur de hockey qui se fait plaquer dans une bande, la tête n'a pas besoin de frapper contre la bande. N'importe quel coup assez fort au corps ou un impact, exemple tomber au sol, peut faire brasser le Jell-O dans la boîte, comme Elo l'a dit tantôt. Là, ça peut être un impact n'importe où sur le corps. Troisième météoralité, tant que l'athlète se repose, il n'est pas nécessaire de consulter un médecin. Ça, c'est vrai et faux en même temps. Il n'est pas essentiel, comme j'ai dit au tout début de la formation, de la conférence, de consulter un médecin à l'urgence. Okay? Donc,
S'il n'y a pas de symptômes de red flag qu'on appelle, s'il n'y a pas de symptômes d'alerte vraiment graves comme les vomissements, les pertes de connaissance, etc., ce n'est pas nécessaire d'aller à l'urgence. Par contre, dans les jours qui suivent, c'est nécessaire d'aller voir un professionnel de la santé, que ce soit un médecin ou un physiothérapeute spécialiste en commotion cérébrale, pour, un, diagnostiquer la commotion cérébrale et deux, éventuellement, signer le papier de retour au jeu qu'on a discuté que ça prenait pour passer de l'étape 7 à l'étape 8. Aussi, si les symptômes durent plus de 7 à 10 jours, donc si on s'en va dans une réadaptation active, comme on a parlé tout à l'heure, c'est vraiment important que le jeune soit suivi par un médecin pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres problématiques qui rentrent en ligne de compte. Dernier mythe et réalité sur les commotions, si l'athlète n'a pas perdu connaissance, il n'y a pas de commotion cérébrale. Donc ça, c'est faux encore une fois. On n'a pas besoin de perdre connaissance pour avoir une commotion cérébrale. Ce qui est important, c'est d'être capable de reconnaître les signes et symptômes des commotions. C'est pour ça que c'est important de aussi savoir faire les tests de pré-saison, savoir comment l'athlète est en temps normal versus après avoir reçu un coup, comme on a mentionné, à la tête ou au corps pour savoir si vraiment il y a une commotion cérébrale. Exactement. Donc, ça fait le tour pour nous des informations qu'on voulait vous mentionner aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire par courriel. Puis sinon, on vous souhaite une bonne saison.